est très content d'être invité. Merci Philippe, merci Jean-Paul. D'être aussi. Pardon? Plus proche comme ça. Là maintenant il tient. Pas besoin de faire. Ok. Voilà, donc on était content. On était venu pour la rencontre avec le jury de la DRA. Il y avait une soirée qui avait été organisée par Jean-Paul et Philippe, et on était en tout cas touchés d'entendre Stéphanie Bru, qui était la présidente du jury, parler de nos projets parce que nous, la particularité, c'est qu'on avait soumis 2 projets. Ils ont été voir 2 projets. Ils ont distingué un projet qui est les Maisons Duc à Saint-Maurice, mais ils ont aussi fait le déplacement pour aller voir le Grand Hôtel du Cervin à Saint-Luc. Et ils ont parlé d'une méthode de projet qui serait reflétée dans ces deux objets. Et puis pour nous, c'était assez touchant parce que ce n'est pas des personnes qui connaissaient notre méthode, entre guillemets, mais qui ont comme reconnu au travers des projets une certaine façon, je dirais, d'appréhender, en l'occurrence, le contexte. Donc c'est ce qu'on va vous présenter ce soir. C'est ces 2 projets. Puis si on a le temps, à la fin, on a préparé quelque chose par rapport à notre travail académique à l'EPFL, où nous enseignons depuis 4 ans. Cette photo, c'est une photo de Philippe Franière, qui a été invité aussi par l'EDA et le comité. Donc c'est un photographe qui n'est pas un photographe d'architecture, qui a porté un regard sur la Maison Duc, ce qui nous a aussi beaucoup touchés parce qu'on sent à travers de ces photos qu'il a vraiment comme capté l'atmosphère du lieu. Pour expliquer peut-être cette approche, on aime bien parler de notre confrontation, je dirais, au paysage. Götz et moi, on était longtemps à l'étranger. À moi, après 15 ans, Götz, il est originaire de Hambourg, Götz Menzel qui est là, donc je ne sais pas si tout le monde l'a vu. Donc quand on est rentré en 2009 en Suisse, pour moi rentré, pas pour lui, on a jeté un regard, je dirais, assez frais ou neuf sur la région. Cette plaine, nous on est originaire du Chablais, on travaille à Monté, on habite à Saint-Maurice. Donc Saint-Maurice, c'est ce moment où la vallée du Rhône, elle devient une plaine. Et puis on peut parler vraiment de la notion du grand paysage. Là, on voit la tête du lac qui a donné son nom à la région. Et puis ici, par exemple, Tamoil. Donc il y a aussi avec ce grand paysage, cette infrastructure qu'on sent aussi, cette pression de l'arc lémanique avec, ici c'est Tamoil en l'occurrence, c'est plutôt l'oléoduc qui vient de Gênes, mais il y a aussi tout un tas d'infrastructures qui sont liées à l'électricité normalement, notamment à laver, etc. Le goulet de Saint-Maurice aussi avec l'autoroute, et puis ce paysage qui est un petit peu des fois perdu avec un contexte que je dirais peut-être un peu chaotique de temps en temps, un contexte de périphérie. Donc je ne parle pas des petits villages valaisans bien conservés, mais plutôt du contexte tel qu'il est, dans son absurdité parfois. Nous, on était intéressés à cette banalité parce qu'on s'est retrouvés avec des projets, je dirais, assez petits au début, quand on a repris le bureau de Roland à Montet, avec peu de, je dirais, des mandats pas énormes, avec peu de possibilités. Donc on s'est confronté à ce concept pour essayer d'extraire du sens pour faire ces projets. Donc on cherchait un ancrage des projets, un ancrage, je dirais, dans le site, dans la culture spécifique justement du canton, parce que c'était très lié, et c'est toujours très lié au canton, notre travail. Et aussi d'un point de vue social, qu'est-ce que ça veut dire d'habiter là. Contexte, subtexte, prétexte, intertexte, ça c'était une discussion qu'on avait eue avec le musée d'architecture de Bâle, le SAM, notamment aussi avec le bureau Chris Kentenbein, puis un bureau de Paris d'Anne Tsuyoshi. Et puis on nous avait proposé ce thème pour expliquer notre rapport au contexte. Donc, ce qui nous intéresse, nous, bien sûr, il y a l'analogie au tissu, de dire que c'est le tissu urbain, que c'est quelque chose de tissé. Mais ce qui nous intéresse le plus là-dedans, si je prends cette image, c'est l'idée du drapé. C'est-à-dire que quand vous prenez un tissu puis que vous le froissez, il y a des plis. Et puis, dans les plis, il y a des choses qui disparaissent. Et puis, il y a des choses qui apparaissent. Puis, on ne sait pas trop comment. C'est un peu fortuit.
tout à coup, on voit peut-être plus un fil que l'autre, il y a une surbrillance, et puis il y a des choses qui sont enfouies. Donc nous, on comprend un petit peu ce côté, je dirais, imprévisible, cette sérendipité du contexte urbain où tout à coup, des choses apparaissent d'une manière comme ça un petit peu imprévisible, quoi. Donc nous, on se dit que comme architecte, quand on intervient dans ce contexte, eh ben, on va faire une modification, que ce soit en faisant une construction ou bien en faisant une démolition. Et puis dans cette action de construire ou de déconstruire, eh ben, on va interférer dans ces couches du contexte. Et c'est ce qu'on entend maintenant par le subtexte. Le subtexte, c'est justement ce qu'il y a en dessous de cette surface, de ces choses visibles qu'on voit. C'est ce qu'on appelle la mémoire du lieu. Donc, par exemple, ça, c'est un extrait, c'est une photo du cabinet du XVIIIe siècle des Maisons Ducs. C'est une photo de chantier. Et là, vous voyez les différentes époques de ces boiseries du XVIIIe siècle, avec tout en haut à droite la couleur d'origine. Donc, ce qui était exceptionnel sur ces panneaux, c'est qu'il n'y avait qu'une seule couche de peinture, ce qui est hyper rare. Pourquoi ? Parce qu'elles avaient été recouvertes par des tapisseries. Donc, quand ces tapisseries ont été enlevées, on a vraiment pu voir qu'il n'y avait qu'une seule couche. C'est une couleur qui s'appelle glauque, typique du XVIIIe siècle. Et puis là, elle est un petit peu salie. Puis on l'a laissée. Puis après, vous voyez les différentes couches de restauration. Donc ça, c'est pas un monument historique, je l'expliquerai après. C'est un monument c'est un bâtiment qui n'était pas digne de protection, mais qui avait certains intérêts. C'est un bâtiment qui a été accompagné par le canton, par Laurent Grichting, par Éric Favre-Bull, pour justement faire cette archéologie du bâtiment. Donc ça, c'est pour nous cette mémoire du lieu. Une autre pièce de la Maison Duc avant la démolition. Donc ça, c'est des boiseries qui sont pauvres, entre guillemets. C'est des boiseries en sapin avec des peintures faux chênes qui étaient très typiques des années 30, comme ça. Donc nous, on a dû reconstruire cette pièce complètement à cause de problèmes sismiques. Elle a été construite pratiquement à l'identique, mais tout en béton. Donc on a repris ces boiseries, ça n'avait pas été demandé par les monuments historiques. On les a stockées dans la falaise de Saint-Maurice. Après, on les a analysées. Donc là, c'est là où l'architecte il est confronté à la sélection. Ça, c'était vraiment une problématique aux Maisons Duc parce que c'était très, très riche. On avait des couches du haut Moyen-Âge, on avait des couches du XVIIIe. Derrière les couches du XVIIIe, on a trouvé des peintures du XVIIe. Il y avait aussi les années 50, il y avait les années 30, il y avait énormément, je dirais, de matériel. Et puis le challenge, c'était un petit peu de trouver une cohérence entre ces différentes couches historiques. Donc ces portes, pour nous, on les a regardées comme le bâtiment, il n'était pas classé, je dirais, en classe 2 ou 3. On était assez libre dans les choix et puis on a pu choisir des portes selon peut-être les proportions ou selon la couleur ou par la taille parce qu'on avait besoin peut-être d'une porte plus large pour certains locaux. Et puis la couleur, ça a joué aussi un grand rôle. Et puis après, on les a adaptés pour les réinsérer dans de nouveaux endroits. Donc ça, c'est un plan de composition de cette même pièce où on a fait une sélection de portes. Et comme c'était une pièce qui était entièrement en béton pour des raisons sismiques, mais on a réutilisé le système de l'épars qui était présent sur place en réinsérant les portes comme des tableaux, c'est-à-dire sans les cadres. Voilà, donc ça, c'est pour nous, si vous voulez, une manière d'interférer dans l'histoire du lieu en sélectionnant certains éléments et puis en les réinsérant dans le projet dans une nouvelle configuration. Au fond là, de la pièce, donc vous voyez l'atelier, donc ça c'est la pièce d'entrée arrière du premier étage des Maisons Duc. Et dans le fond, en bleu ciel, vous voyez le stockage de l'atelier qui est aujourd'hui comme ça. Vous voyez au centre de la pièce un élément aussi réinséré, cet élément vitré qui est réinséré dans l'atelier. Je vous montre aussi quelques photos avant intervention de Séverine Rouillet. Donc le canton, il demande tout le temps qu'on
qu'on photographie l'état avant démolition. Donc là, on voit les maisons ducs complètement fissurées. Et vous voyez à gauche, dans cette enfilade de pièces, donc ça c'est une pièce, je dirais, gris-bleu, derrière une pièce rose, avec des tapisseries. On a trouvé une quarantaine de tapisseries. On a un énorme catalogue de tapisseries très très riche, en partie peints à la main, qui nous ont aussi beaucoup aidés pour développer l'aspect chromatique du projet. Voilà, c'est une chinoiserie aussi très à la mode au peut-être 19e siècle. Voici le plan de Saint-Maurice. Je n'ai pas, je crois, besoin de trop expliquer qu'est-ce que Saint-Maurice et où ça se trouve. Vous voyez la grande rue. On a mis en évidence l'abbaye. Dans le sens aigu d'une montre, l'hôtel de ville. Donc ça, c'est 1734. Toujours en tournant la maison de la pierre. Donc ça, c'est un monument historique classé en classe 2. Aussi 1780-1800. Et puis au centre, les maisons ducs dans l'alignement de la Grande Rue. Voilà à peu près à quoi ressemblait la maison avant la transformation. Donc il y avait un grand dilemme parce que c'était dans un état de vétusté tellement avancé que tout le monde voulait en fait démolir le bâtiment, mais le canton dit non, il faut absolument garder. C'était protégé au niveau ISOS la façade de la Grande Rue. Et puis il y a eu pour le concours, donc qui était en 2014, en 2013 le concours. Ils nous ont mis à disposition un document intéressant qui était celui des archéologues du bâtiment. Donc eux, ils ont, si vous voulez, comme analysé l'ADN de ce bâtiment. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Qu'il y avait 3 maisons. Et dans chacune de ces maisons, il y avait à l'avant un salon boisé et à l'arrière une petite cuisine avec un escalier. Donc si je vous montre la photo, donc ça c'est la photo de la cuisine. Vous voyez à droite les catelles et sur la gauche en enfilade, le salon boisé avec cette couleur glauque que je vous ai montré avant, qui était surpeint en bas et puis qui avait été protégé parce qu'il y avait eu des tapisseries qui sont ici ôtées. Donc on était à ces 3 maisons avec 2 pièces. Et puis après, dans le temps, ils ont rajouté une pièce à l'arrière. Donc ils ont de nouveau rajouté ce module de pièces qui est pratiquement carré. Et puis, ce qui nous intéresse, nous, là-dedans, c'est que cette ancienne façade, si vous voulez, de la maison, elle est devenue un mur intérieur. Et c'est là qu'on a retrouvé des fenêtres d'origine qui n'ont, elles, pas été changées parce qu'il n'y avait pas besoin aussi du XVIIIe siècle. Et après, il y a une 4e maison à l'arrière. Alors, le principe, si vous voulez, du concours, pour nous, vous voyez à droite les plans de relevé et à gauche les plans de projet, avec en rouge la nouvelle intervention. Donc on a fait un nettoyage parce qu'il y avait beaucoup de petites cloisons qui avaient été rajoutées, des petites cloisons qui faisaient à peu près 6 cm. On a mis en évidence ce module de pièces qui est aussi assez typique des plans anciens où on n'a pas de couloir, mais c'est vraiment cette enfilade qui nous a intéressés. Et puis on a introduit la notion du double module. Donc vous voyez ici dans le plan, je ne sais pas si on voit ma souris, non, on voit pas. Non. Vous voyez le dernier plan en bas, il y a tout à coup un double espace où on a pris 2 modules et puis on a en l'occurrence là c'est une cour, on a tout à coup un élément qui est plus grand et puis qui permet un espace extérieur ou bien qui permet la lumière d'entrée au cœur du bâtiment. Donc ça c'est le plan du 2e étage où il y a 2 appartements, un vers le haut. Et puis, alors je montre comme ça parce que le truc ne marche pas. Donc un qui vient jusqu'ici, puis qui est en fait en dessus de celui-ci au 3e étage, et puis un qui est là, autour d'une cour qui a justement ce double module. Voilà, ça donne ça. Ici, on voit aussi encore justement cette enfilade de ces pièces, et sur la gauche, la cour dans laquelle on voit l'escalier, etc. Donc ce principe ancien en fait de l'enfilade de pièces. En coupe, ça donne la même chose, à part que là, on travaille en hauteur, donc on a des doubles hauteurs. Et puis, à l'arrière, on a une cage d'escalier extérieure, ce qui est aussi assez typique à Saint-Maurice, avec, dans ces maisons presbytériennes, des cages d'escalier, je dirais, qui étaient à l'époque assez représentatives, mais toujours à l'extérieur et couvertes. Voilà, ça, c'est la coupe longitudinale, où on voit la double hauteur ancienne,
la cour en haut avec les logements. Donc peut-être juste pour le programme, c'était une chance énorme parce qu'il y avait la FOVAM qui était là. Donc vous connaissez la Fondation Valaisanne en faveur des personnes avec déficience intellectuelle, qui était présente à Saint-Maurice, qui avait des ateliers et qui avait eu cette volonté de créer une galerie. C'est une galerie d'art qui est pas qui fait un échange avec le travail des artistes, la FOVAM, mais qui accueille aussi des artistes qui sont externes. Mais il y a quand même une idée, je dirais, d'échange didactique entre le premier étage et le rez-de-chaussée. Donc, vous voyez à travers cette double hauteur, eh ben, il y a une communication entre le premier étage et la galerie d'art en bas. Donc, la galerie, 250 mètres carrés, ça c'est une chance pour Saint-Maurice parce qu'il y a souvent des très petites entités dans la Grand Rue. Donc ça, je pense, c'est la plus grande entité qu'il y a maintenant dans la Grand Rue. Donc c'est la liaison de ces maisons. Premier étage, c'est un atelier. Donc c'est des gens qui travaillent 8 heures par jour. C'est un groupe d'une dizaine de personnes. Et puis, deuxième étage, 2 appartements et un troisième appartement dans les combles qui sont refaits à neuf en bois. Donc on a maintenu la structure en moellon d'origine et puis c'est des planchers lignature en bois pour des raisons sismiques aussi qui ont été instaurés. Voici une double hauteur éphémère. Donc ça, c'est des doubles hauteurs de chantier. Hein. Quand on a démoli les parois, il a fallu faire des renforcements et tout. On était très inspiré par ces moments-là où tout à coup, l'espace, je dirais, se dilate, quoi. Voilà le rez-de-chaussée actuel. Donc c'est un parcours justement d'enfilade d'espace. On a simplement dû faire 2 nouveaux percements, un ici, un là, qui n'avait jamais été fait. Donc l'entrée, elle est là. Il y a un parcours un peu comme ça. Puis cette partie ici, c'est la nouvelle partie qui a aussi un espace qui fait 1,5 étage à peu près. Donc, deux doubles hauteurs dans la galerie. Voilà, ça c'est le plan du premier étage qui tourne aussi autour de ces espaces double hauteur. Voilà, donc ça c'est pour nous maintenant, je reviens peut-être à la partie un petit peu plus explicative. Donc quand on a travaillé avec la mémoire du lieu en trouvant des objets, en les remettant en relation, l'architecte, lui, évidemment, quand il fait cette sélection, et puis qui réorganise un petit peu à sa guise ou qui redéfinit des hiérarchies entre ces différentes couches historiques ou chromatiques ou autres, il va intervenir, quoi. Il intervient, dans notre cas, on intervient d'une manière, je dirais, assez personnelle, comme ça, assez en lien avec un imaginaire, quoi. On essaye de donner... comme une nouvelle écriture, un sens, en ajoutant quelque chose, quoi. On parle de, disons, on a la recherche d'un type de fiction, d'éléments qui font écho en fait à ce qu'on a trouvé sur le site. Donc ça, c'est aussi une photo de Philippe Franière. Et là, on voit c'est un élément pour nous qui est assez caractéristique de l'intervention dans les maisons ducs, parce qu'en fait, c'est pas une intervention forte, comme vous avez compris. C'est des embrasures, c'est ces 2 nouveaux percements que je vous ai montrés avant, qui font écho à ces boiseries qu'on a trouvées au premier étage. Donc, c'est un coffrage particulier qui évoque en fait comme si on avait enlevé quelque chose. En fait, on parle de présence de l'absence, quoi. C'est comme si quelque chose avait disparu, ou bien ça fait peut-être aussi référence au bois. On aime bien que ce soit pas tout à fait clair en fait comment l'utilisateur ou le visiteur ou l'habitant ou celui qui travaille là, comment lui après il appréhende la chose. Pour nous, ça c'est pas quelque chose d'important. Ce qui est pour nous important, c'est qu'il y ait plusieurs clés de lecture. Donc là, vous voyez quelques photos de chantier de ces embrasures-là. On a aussi des portes, par exemple, qu'on n'utilisait pas. On les a réutilisées pour le coffrage. Ça, c'est par exemple une porte qui a été réinsérée exactement à l'endroit où elle était dans le plan d'origine pour comme marquer le plan d'origine.
Ça, c'est cette double hauteur ancienne. Donc là, on voit des traces de catel en haut de la cuisine. Et puis, on voit bien où on a enlevé le plancher. Et, euh, et vous voyez le nouveau plafond avec cette lumière zénitale. Ce nouveau plafond, il vient de la cuisine d'origine qu'il y avait avant, c'est-à-dire de cet âtre que vous voyez sur cette image d'époque. Donc on a, si vous voulez, on a dû refaire une dalle, et puis on a repris cet élément de l'âtre, et puis cette croix, elle est un petit peu venue. Donc vous avez compris que nous, on recherche un petit peu en fait comme à flouter certains éléments, c'est-à-dire ça va pas être tout à fait clair, qu'est-ce qui était là avant, qu'est-ce qui est venu après, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est plus ancien, quoi. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt cette sérendipité, puis le fait qu'il y a simplement des éléments, des fois il y a un peu des contradictions, on ne sait pas trop, mais le but de ça, c'est qu'on puisse en fait avoir comme des points d'ancrage, c'est-à-dire comme une appropriation des différentes personnes qui vont être confrontées à ça. Ici, on voit, c'est un extrait de la façade, où vous voyez à gauche la façade ancienne qui est crépie, donc celle-là, elle est au niveau historique, elle est refaite avec un crépi minéral, avec une fenêtre en saillie, avec une fenêtre, je dirais, traditionnelle, et puis à droite, vous voyez la façade en béton, qui a été développée avec une fenêtre qui est comme moulée d'une fenêtre ancienne, c'est-à-dire qui se décline vers l'intérieur, qu'un meneau central et puis en béton aussi préfabriqué, et puis à l'intérieur les volets. Donc là, on voit qu'il y a une nouvelle fenêtre dans la partie ancienne, et puis qu'il y a ce jeu justement un petit peu où ces couches, c'est comme si ces couches de temps, elles commençaient à se répondre comme ça. Par exemple, ici aussi, on aime bien parler d'anachronisme. Cet objet trouvé que vous voyez, donc l'angle en pierre de Collonges, c'était en fait un montant pour un portail de jardin, on a supposé, ou d'une cour arrière qui était disposée à peu près 2 mètres devant la maison. Puis on l'a pris, on l'a réinséré dans l'angle du bâtiment, et puis tout à coup, il prend un petit peu un autre sens, et on ne sait pas s'il était là avant la transformation ou après. Donc on travaille un petit peu, disons, on manipule un petit peu après ces couches. Ça, c'est une attitude qui est assez générale dans nos projets. Ça, c'est l'arrivée d'escalier en haut, qui est aussi un petit peu comme quelque chose qui avait été rajouté par après ou qui était là avant. Enfin, il y a un petit peu cette idée de confusion qu'on recherche. Maintenant, peut-être encore une chose, on est aussi assez persuadé que le détail, il est intéressant dans le fait qu'il a une force d'évocation, c'est-à-dire qu'on va essayer de créer une atmosphère, et puis qu'il y a certains moments qui vont être très très précis, et puis c'est là qu'on va pouvoir, je dirais, s'exprimer et puis rendre quelque chose de très spécifique. Voilà, donc ça c'est un petit peu notre approche. Le but, je l'ai déjà dit, c'est l'appropriation. C'est-à-dire que nous, on s'imagine aussi toujours que nos projets ne sont pas complètement finis, qu'il y aura encore des couches, qu'il y aura encore des interventions. Et puis, en fait, le but, c'est que les gens soient à l'aise, qui reconnaissent aussi des couleurs qu'ils ont déjà vues, des objets qu'ils reconnaissent parce qu'ils étaient venus avant, des vieilles lampes qui nous permettent de maintenir certains objets, même s'ils ne sont pas beaux, parce que c'est plus important pour nous qu'ils soient évocateurs de sens qu'ils aient une esthétique forte, quoi. Voilà. Et puis là, ça c'est une photo aussi qui montre qui illustre pour nous bien cette appropriation et la relation de ce salon boisé à l'espace extérieur de la cour, qui pour nous est aussi compris un peu comme un salon extérieur commun des 3 appartements. Voilà, ça c'est pour les Maisons Duc. Maintenant, on voulait vous montrer encore le Grand Hôtel du Cervin.
It's- Merci Catherine. Comme Catherine elle a dit, il y avait deux projets que nous avons donnés à cette distinction romande numéro 5. Ça c'est justement le deuxième que nous avons proposé, qui s'est fait à partir de 2015. C'était un petit concours, petit je dis parce que c'était un concours privé. Il y avait 5 bureaux qui étaient invités pour faire, c'était un peu flou au début, une présentation du bureau, peut-être déjà quelques pistes, comment on pourrait réorganiser euh, ce projet. Et puis nous avons eu la chance de pouvoir travailler sur justement le grand hôtel du Cervin à Saint-Luc. Vous voyez ici une photographie historique, comment ce grand hôtel surplombe justement le Val d'Anivier. Et en visitant cet endroit, il y avait tout de suite évidemment une espèce de résonance avec un film qu'on connaît bien, le Grand Budapest Hotel, un peu dans le jeu aussi de la transformation. Il y avait des parties qui étaient encore vraiment d'origine, mais il y avait d'autres parties qui étaient un peu mal refaites dans les années 70. Mais en tout cas, il y avait vraiment cet esprit du lieu qui évoquait une façon de vivre dans les Alpes comme touriste, où on ne faisait pas forcément du sport. Non, les gens, ils n'allaient pas là pour faire du ski, ils se rendaient plutôt là pour passer carrément 6 semaines, voire plus, peut-être toute une saison. C'était un tourisme beaucoup plus long. On regardait simplement la météorologie qui changeait, on se donnait rendez-vous sur la terrasse. Et puis pour s'y rendre, c'était ouais, très chronophage, très dangereux presque. D'abord ouais, en âne ou après en bus. Il y avait à gauche, on voit une fois même la tentative de vouloir installer un train qui amène les touristes jusque là-haut. À cet hôtel qui était construit en 1893 par un architecte lausannois qui était engagé par le propriétaire de l'époque, un peu en réaction peut-être à la famille qui avait construit le Bel Atolla à côté, et puis qui étaient les rivales dans le tourisme sur place. Ici, quelques extraits. Moi, j'arrive plus à lire là ce qui se passe exactement, mais en tout cas, des fois même en anglais, ils évoquent en fait toutes les qualités de l'hôtel avec un service de poste 2 fois par jour, et puis l'eau courante, l'électricité. En dessous, un prospectus justement des années 70 où on voit au centre le bar. Il y avait une réputation de boîte de nuit dans les années 70-80 qui n'était pas à sous-estimer. Ici, encore une image d'avant, justement, où on voit bien la façade sud avec sa pergola qui était rajoutée dans les années 1910, qui est comme une extension, si on veut, du volume principal. Derrière le volume, c'est la buanderie, mais sinon, le bâtiment, il n'a pas subi des grandes transformations à l'extérieur. À l'intérieur, on va voir encore un peu plus tard les élévations, si on veut. Aussi, évidemment, le plaisir du dessin, de reprendre ça et puis de s'imprégner de l'esprit du lieu. Ça, c'est le projet déjà terminé, mais je vais vous montrer encore un peu 2, 3 étapes entre cet état et puis le début, avec la pergola aussi de nouveau qu'on voit là en premier plan. Ici, le plan de rez-de-chaussée tel qu'il se présentait, on voit ici l'ouest, non, au nord plutôt, parce que l'orientation elle est comme ça. Au nord, le dancing, justement, là il y avait encore un bar. Ici, l'accueil avec la réception, derrière quelques locaux qui étaient utilisés plutôt comme des ateliers, puis la cuisine. Et puis l'entrée principale avec ce porche ici devant,
qui a déjà aussi vécu quelques transformations, plutôt rajout d'une verrière années 50, une cheminée, et puis surtout aussi ces arcs qui étaient rajoutés, qui n'étaient pas du tout d'origine. Et en grattant justement après les couches, on se rend compte que en fait le lieu il était complètement différent que ce qui suggère maintenant. En fait, il était rendu beaucoup plus agréable, beaucoup plus confortable. Et puis, c'était pas dans un esprit plus simple, comme on voit ici au sol. En fait, ces carreaux ciment se trouvaient uniquement dans la zone centrale où les gens y traversaient. Et puis, à côté, aussi dans un souci d'économie, il y avait uniquement une chape, mais qui reprenait quand même avec des marques au sol, justement, cette mise en place en damier de ses voisins, les carreaux ciment. D'autres tests ici, plutôt au mur, où on révèle aussi de nouveau différentes strates entre des différentes teintes et puis du papier peint. Un travail éternel chez nous au bureau. Fur et à mesure, le projet il change, il s'adapte, il n'est jamais figé. Comme les relevés aussi sur place évoluent, avec une envie de nouveau de donner la voix à toutes les couches historiques. On voit ici à gauche ou dans le sud plutôt un petit carrelage multicolore des années 50. Ici, les carreaux ciment que vous avez vus en photo avant. Là, les chapes d'origine, si on veut, avec encore des empreintes ou des marquages, des séparations où il y avait les anciennes parois. Et puis de l'autre côté, quelque chose de reconstitué de notre part, aussi chape ciment, mais là avec les marques qui étaient tirées à frais, après, ou sciées plutôt, dans cette zone ici. Alors nous avons laissé en partie ces éléments. Là, c'était complété après avec une chape. Alors c'est même pas en fait la version finale que je vous montrais ici, tant que ça a tellement évolué, toujours évidemment en concertation avec les artisans sur place, qu'est-ce qui est faisable, et avec le maître d'ouvrage en regardant aussi son budget. Vous avez vu peut-être un peu l'éléphant là dans la pièce que j'ai pas encore évoqué. Ça, c'est un grand nouvel escalier que nous avons inséré dans ce volume. Il y avait effectivement une rocade, si on veut. Alors, le bar, il a migré du nord au sud, alors de gauche à droite. Il est ici maintenant sous forme plutôt de bistrot. J'espère qu'il danse encore de temps en temps. Il faut bouger un peu les tables. Mais sinon, cet escalier ici, il donne l'accès à un spa au souterrain. Ici devant, on a une grande terrasse comme une esplanade qui surplombe le village. Et puis il y avait la commune qui a toujours cherché un emplacement pour un spa. Et puis il y avait différentes études. Et puis pour finir, cet endroit ici, en dessous de l'esplanade, était retenu. Mais il y avait justement un autre maître d'ouvrage, donc le maître d'ouvrage public, la commune, et un autre architecte qui ont réalisé le spa. Nous avons mine de rien, créer l'accès à tout ce monde souterrain. Et puis, on passe par l'entrée principale, où on trouve ici la réception, l'accueil. C'est une auberge de jeunesse maintenant. Et puis, à la fois, on peut migrer ici pour descendre dans le spa. Quelques élévations pour l'intérieur de ce hall d'entrée, où vous voyez de nouveau aussi un état intermédiaire de projet avec des rayes horizontales sur les murs. Et puis ici, la version réalisée dans des couleurs assez étonnantes. Mais je peux vous assurer, tout cela découle aussi évidemment d'une analyse en fait sur place réalisée avec l'atelier Saint-Dismas pour trouver justement ces teintes. Vous voyez là aussi encore une petite fenêtre d'ouverture dans le crépi où on voit
justement les échantillons de couleurs que nous avons trouvés sur place et puis qui ont amené à ces embrasures en bleu. Et puis le vert assez présent comme un vert de canard. Le soubassement aubergine sont tous des teintes d'origine qu'on sous-estime souvent quand on regarde ces photos noir et blanc de l'existant. Du coup, intervient de nouveau l'architecte, comme Catherine a dit, qui cherche à trouver des moments d'accroche, des nouvelles interventions pour compléter justement ce monde trouvé sur place et mis en valeur. Alors, l'amour du détail, l'amour de faire une ébénisterie pour ce comptoir d'accueil, qui travaille également avec des rayes, mais sans reprendre ça un à un, mais qui mise vraiment sur la maquetterie entre deux sortes de bois, l'échange éternel, le plaisir dans l'échange avec l'artisan, ici une menuisier de Sierre, et puis différentes vues où justement des anciens moments se superposent avec des moments plus récents pour créer ces environnements que nous cherchons. Ici, un zoom sur le bistrot, où on voit aussi l'envie de récupérer même des moments qui sont un peu douteux, comme ce bar des années 70, le comptoir plutôt lourdeau, mais qui fonctionne bien parce que cet espace ici, il est maintenant en fait beaucoup plus encore en lien avec le village. Alors, ça invite aussi à d'autres personnes d'utiliser le bistrot au rez-de-chaussée, où nous avons de nouveau mélangé des anciennes lampes trouvées sur place avec des nouvelles lampes pour brouiller un peu les strates. Le bar qui était réintégré, je crois que j'ai malheureusement pas de photos ici, mais je vous assure, c'est assez étonnant et ça fonctionne très bien. L'escalier qui descend en bas dans la cave, le grand geste d'escalier en colimaçon, comme on le connaît souvent des grands hôtels, avec une construction ici en béton. Donc aussi un travail de la part de maçons assez exigeant déjà dans la menuiserie des coffrages. Tout cela complété avec des barreaux verticaux tournés, avec oui, des variations de détails. On a commencé vraiment dans des délires d'empilement à la Ettore Sottsass, et puis pour finir, c'est devenu plus discret, mais tout à fait encore ouais, intéressant avec ces petites boules qui sont insérées en noir en dessous de cette main courante. Tout cela, ça a une certaine comment est-ce qu'on dit, ouais, c'est allure comme si on a dessiné la main courante avec un trait un peu qui bouge. Tout cela, alors il y a un peu une imprécision dans la précision que nous cherchons aussi des fois dans ces réalisations pour que la chose devienne plus douce, si on veut, dans ce contexte de l'ancien hôtel. Ici, encore une coupe, plutôt aussi pour la compréhension, comment ça fonctionne avec ce spa qui se cache en dessous de l'esplanade et puis qui a des percements dans un mur de soutènement qui offre maintenant des vues sur le village. On va maintenant s'attarder un peu aux espaces supérieurs. Ça, c'est encore une image que nous avons faite carrément pour le concours, pour parler un peu de cette diversité et puis cette fascination de la cohabitation de différentes activités dans un grand hôtel, entre le dancing, là, de nouveau, en bas à gauche, et puis les chambres tout en haut, où on voit encore quelques talons et puis une baignoire. Le salon au milieu, bien sûr, et puis quelques personnes qu'on s'imagine qui logent dans ce grand hôtel.
Le bel étage, donc ici, était vraiment le bel étage, l'étage principal. L'étage de rez-de-chaussée d'origine était plutôt austère. On l'a traversé assez rapidement, c'est pour ça aussi ce monde plutôt minéral. On voit là au centre le salon, bien sûr, avec encore un petit euh, ouais, comment est-ce qu'on dit? Comme un boudoir à côté, mais c'est comme un mini salon. Puis ici, la grande salle à manger, la pergola, loggia à l'extérieur. Et puis ici, l'office pour la cuisine avec un monte-charge qui alimente tout ce qui est en bas. Ici derrière, notre maître d'ouvrage, il a souhaité de convertir l'ancien appartement du concierge dans des salles de conférence. On a souvent poussé aussi plus encore pour une bibliothèque, un billard, etc. Mais pour finir, ça c'est malheureusement pas fait. Des fois, il faut aussi renoncer à ses rêves. Et puis voilà. Mais le salon, sinon, il a reçu un nouveau papier peint, plus doux. Avant, il y avait un papier peint rouge, mais ça reste quand même un peu dans le floral. Aussi avec des relevés de couleurs dans ces roses, quelque chose que nous avons trouvé sur place. Les portes tout en arole partout en fait dans le grand hôtel. Et puis un autre moment de cette situation ici, le salon comme il était avant, dans une photo historique où on voit aussi déjà la présence du papier peint, le sol encore à l'identique, les luminaires, quelque chose qui nous a aussi accompagnés partout en fait dès le début. Quel luminaire, quoi choisir, choisir des modèles peut-être plus contemporains en les mélangeant avec des vieux spécimens. On voit ça peut-être ici plutôt dans le miroir. Alors on va au troc chez Ricardo, on trouve des trucs, on fait refaire par des personnes qui nous aident avec ce genre de choses. Euh, on monte, des fois des murs encore découvertes en fait, dans les tons d'origine, étonnantes de verre. De nouveau des vues avec justement des vieilles lampes qu'on peut quand même encore commander. Celles-ci, elles sont fabriquées à neuf. L'étage des chambres, ça c'est l'état comme on l'avait trouvé. Je disais, il n'y avait pas beaucoup de transformations, mais il y avait surtout cette création comme de petites appartes qu'ils ont fait dans ces ailes à l'extrémité. Ça, c'est quelque chose que nous avons enlevé, surtout pour permettre de nouveau le couloir central de pouvoir filer complètement à travers le bâtiment, comme c'était le cas d'origine. Et puis ici, la tâche principale était de créer des nouvelles salles de bain que vous voyez ici pour répondre à un besoin en fait plutôt d'aujourd'hui de ne pas avoir seulement des salles de bain collectives en arrière comme c'était avant. Et puis le projet il a aussi pas mal changé au niveau de l'utilisateur qui est la personne qui va reprendre, gérer cet hôtel. Alors pour finir, c'était justement pas un grand hôtel 4 étoiles, ce qui nous a toujours plu, aussi pour pas faire concurrence au Bellatola. Alors c'était toujours censé être un peu plus franciscain. Mais là, pour finir, c'était justement l'auberge de jeunesse comme franchise qui gère ça sous le label de auberge de jeunesse. Donc on a une mixité de chambres assez intéressante avec des chambres à 6, des chambres à 4, des chambres à 2. Ça c'est peut-être un peu luxurieux où on peut rajouter encore un lit qui ont toutes un peu leur salle de bain dédiée. Et puis comment faire ces salles de bain? On va voir. Ce que je vous montre d'abord, c'est encore les portes en arole que j'ai déjà évoquées, qui étaient toutes réaffectées pour répondre à des contraintes EI30. La coloration, de nouveau, relevée sous un
papier peint. Ici, de nouveau, le soubassement aubergine dans la plinthe. Le couloir avec des lampes faites sur mesure relativement simples, comme un cône. Et puis une vue dans la chambre où on découvre comme une grande pièce de bagage que quelqu'un a oublié. Alors c'est comme ces espèces de caisses de voyage qu'on connaît peut-être là de fin 19e. C'est mal. Que nous avons justement sous notre intérêt dans un imaginaire contextuel transformé en salle de bain et storage et etc. Alors on voit ici le plan en petit, mais il y a des casiers qu'on peut utiliser quand on est vraiment dans le mode auberge de jeunesse. On a aussi la possibilité d'avoir douche et toilettes séparées avec un extra lavabo encore pour répondre justement à une utilisation par multiples personnes en même temps de cette chambre. Et puis tout à coup, aussi avec la coloration des chambres, il y a 4 couleurs différentes. Il y a un ton un peu papier, il y a un bleu, il y a un vert, il y a un jaune. Ces éléments se fondent assez bien et puis ça donne une douceur qu'on apprécie beaucoup. À l'intérieur, comme dans une malle, on a un peu ce papier. Pourtant ici, c'est un laminé qui fonctionne bien aussi avec l'humidité. Je parlais de choses qu'on ne peut pas réaliser, mais qui font partie justement de l'imaginaire contextuel. Alors quelque chose que nous regrettons beaucoup, mais il n'y avait plus l'argent, c'était la toiture terrasse. Peut-être juste encore pour terminer, pour disons, avoir la cohérence de l'approche. Donc ça, c'est notre travail à l'EPFL depuis 2020. Notre studio, il s'appelle Urban Legend, donc les légendes urbaines. C'est basé sur le narratif. On parle d'imaginaire contextuel, c'est l'imaginaire du site, mais c'est surtout l'imaginaire qui est évoqué par le site. Quand vous allez à un endroit et dire « Ah, mais ça me rappelle, quand j'étais au Japon, j'ai vu une fois un truc, etc. » Donc c'est un dialogue avec le site lui-même, mais avec l'évocation que le site fait sur l'architecte qui réintroduit après des éléments de cet imaginaire dans le projet. Donc on travaille avec des films, on travaille avec des éléments qu'on appelle les expositions doubles. On a fait les 2 premiers semestres 2020 pendant le Covid à Martigny. On a cherché un lieu qui était très, très chargé au niveau historique, donc avec les passages, avec les Romains, avec la topographie exceptionnelle de Martigny, pour que les étudiants ils puissent justement puiser dans la richesse de ce matériel. Donc on a toujours travaillé avec 3 sites, donc dans cette forme de triangle. On a fait en fait 2 semestres. On a fait le Martigny, on a appelé Lowlands. Il y avait Alu Martigny. Il y avait le site de Christian Constantin tout près de la porte d'Octodure, là, ce site complètement fermé, ce terrain vague en fait qui est presque invisible, mais qui est juste à côté, très à côté du rond-point. Et puis il y avait le début de la route qui va à Salvan. Deuxième semestre, on a travaillé sur Ravoir, Salvan et Chemin Dessus, comme une espèce de ville verticale de montagne qui se voit, mais qui communique toujours que par la plaine. La question de comment vivre en montagne, comment construire en bois, comment habiter un quart d'heure de Martigny, mais dans la verticalité, quoi. Et puis, donc les étudiants, ils filment le site, mais on parle d'un relevé sensoriel. Donc, c'est pas un film c'est un film de relevé des sons, des mouvements et des impressions des étudiants. Donc là...
comme ça. Et puis ça, c'est donc une tente de cirque de Wim Wenders sur un bloc erratique martignorin. Donc cette image, après, elle est censée déclencher un imaginaire propre pour le projet. Ça, c'est des plans qu'ils ont retrouvés. Donc, ça, c'est la montagne en dessous de Ravoire. On voit cette légère courbe. En fait, elle a été creusée par le glacier du Rhône. Donc, il y a vraiment cette question d'érosion du glacier, du fleuve. Et puis là, on a choisi pour vous montrer un projet qui est assez contextuel dans son rapport au grand paysage. Donc, il y a aussi vraiment des projets d'architecture. Ça, c'est plutôt un projet, je dirais, de paysage. Ils ont proposé une petite promenade et de réutiliser tous les bâtiments qu'ils trouvaient sur le site. Donc là, ils ont couvert un petit peu comme une tente de cirque, un bâtiment existant, et puis ils ont proposé un programme d'agriculture et de marché. Et puis ils ont aussi fait des petits appartements pour les travailleuses du sexe dans, dans la région. Et puis, chaque fois, ils doivent développer une lampe. Et là, on revient sur cette idée du détail qui est évocateur de sens. Donc, la lampe aussi, parce que, bien sûr, avec la lumière, on peut très bien gérer une atmosphère. À la fin, ils construisent un prototype de lampe qui est en rapport avec le projet. Et puis, voici les dernières illustrations que Antoine Yvain et Noémie Zaubriguen ont fait en 2020. Voilà.